au regard évidemment de ce qui est institué, c'est-à-dire du Code des collectivités territoriales, qu'est-ce qui doit à minima exister dans les grandes villes et plus particulièrement dans les villes de plus de 80 000 habitants, puisque c'est là où nous sommes concernés, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on est dans l'état d'une publicité que nous pourrions dire tout à fait mensongère en réalité, avec un leurre absolu de démocratie participative, et vous avez des publications sur la ville de Nice, et je vous invite franchement à y aller, pour tenter de comprendre quelles sont les structures de démocratie participative, parce que vous avez des petites publications comme ça. La ville de Nice, Nice renforce la démocratie participative, une attente, etc., avec un certain nombre d'actions que je vais d'ailleurs décliner. Et ensuite, un petit récapitulatif des instances qui sont les instances dites précisément qui mettent en œuvre cette démocratie participative. Et puis, si vous allez sur le site de la manière dont vous pouvez dire ce que vous entendez faire, vous avez ce petit résumé dont on verra ensuite comment est-ce qu'effectivement il se décline au travers de ce que je vais vous dire, mais qui est effectivement la preuve absolue de ce que nous ne sommes précisément pas dans une mise en place de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une véritable démocratie active. Et vous verrez qu'on a la manière dont on dépose des idées, dont elles sont éventuellement recueillies, annoncées, et ensuite ou pas mises en œuvre. Ceci pour vous dire que l'analyse de ce qui se fait au travers de ce qui est obligatoire et ce qui n'y est pas a été un petit peu complexifiée par cette opacité. Alors, on est dans un certain nombre de dispositifs, et les premiers auxquels, évidemment, on fait référence, c'est les conseils de quartier. On a tous en tête le fait qu'il existait un certain nombre de conseils de quartier. Je dis existait parce que vous chercherez en vain ce que sont devenus les conseils de quartier, et effectivement, il y avait des publications, anciennes d'ailleurs, qui nous indiquaient quel était le nombre de conseils de quartier sur Nice, étant précisé, je le précise, que le conseil municipal a vocation, mais ça c'est le code qui le dit, à en fixer le périmètre, à en fixer la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Donc ça c'est bien une attribution du conseil municipal qui vient nous dire, au regard de l'application de la loi Vaillant, qui est ancienne, qui est du 27 février 2002, qu'est-ce que ça doit être que les conseils de quartier. Et puis, on n'en parle pratiquement plus, et en réalité, on va les voir se fondre ou être complètement insérés dans ce qui s'appelle désormais les conseils de territoire. Dans les conseils de territoire, qui est d'ailleurs annoncé comme une des modalités de cette démocratie participative, hein, on a les 6 conseils de territoire de Nice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a vocation à en donner le nom et à en donner le périmètre, eh bien, le conseil municipal de Nice va effectivement mettre en place des conseils de territoire qui étaient d'abord 9 d'ailleurs, qui sont passés à 6 ensuite et qui ont été dénommés en 2021 et qui sont extrêmement larges dans leur périmètre. Alors moi j'ai fait un petit récap en vérifiant les quartiers qui y sont concernés. Déjà, si vous regardez juste ça, qui est la cartographie des fameux territoires, c'est intéressant. Parce que, comme vous le voyez, ils n'ont évidemment pas du tout la même surface ni le même périmètre. Et si on regarde les sous-titres, c'est-à-dire les quartiers qui sont concernés, on est un petit peu étonné. Parce qu'on a Rive du Paillon, il y a 12 quartiers, Nice-Ouest 8, Nice Historique 13, Haut de Nice 20, Cœur de Nice 14, Colline Niçoise 21. Ça fait 88 quartiers qui sont répertoriés dans les 6 territoires.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire, par définition, un éloignement absolu du citoyen, de la citoyenne, de l'habitant, d'un habitant, qui d'ailleurs ne se met pas au courant d'ailleurs de ce que ça existe, ni de la manière dont finalement ça fonctionne. En décembre 2024, le 20 décembre 2024, on a une charte qui est parue, qui a été adoptée, qui déclare d'ailleurs s'inspirer de cette fameuse loi Vaillant, et qui détermine la composition de ce conseil de territoire, qui est donc réparti en silos que je viens de vous énoncer. Et ce qu'on peut constater, c'est que ce soit la présidence, que ce soit les collèges de présidents de comités de quartier, mais je vous dirai un mot sur cela, que ce soit le collège d'acteurs locaux de personnalités qualifiées, on a à la fois une fréquence de réunion qui est totalement ridicule, un fonctionnement et un budget de fonctionnement qui est tout autant, puisqu'on a un budget de fonctionnement global de 1,5 million d'euros. Et on a été un petit peu curieux pour aller voir quand même ce qui existe dans d'autres villes. On a des comparatifs qui permettent de dire que ce montant, effectivement, est tout à fait ridicule. Mais en tout état de cause, c'est un fonctionnement qui est éminemment descendant, qui ne permet strictement aucune espèce d'échange et de construction collective de quoi que ce soit, avec une nomination et une cooptation qui n'a rien de démocratique. Ensuite, on a, mais il y a sûrement une confusion parce que certains quartiers sont évidemment repris, mais je l'indique quand même pour qu'on soit clair sur l'existant. Il y avait une possibilité pour que certains conseils de quartier soient fléchés vers des conseils citoyens qui font partie de la politique de la ville. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs en 2014, puisque par application de ce texte-là, ont été instaurés un certain nombre de quartiers prioritaires de la ville. Ces quartiers prioritaires de la ville, pour l'instant, ils sont au nombre de 8 dans leur format 2025. Alors, pour que ce soit plus clair, on a Ariane Gare qui va jusqu'à la Trinité d'ailleurs. On a Centre, Pasteur, Las Planas, les Moulins, Point du Jour, les Salles, le Talon et les résidences lycéennes. Il ne faut pas confondre cela qui appartient à la politique de la ville. Mais on voit bien que certains quartiers sont doublement introduits, soit dans cette structure-là, et plus particulièrement dans celle que j'ai énoncée sur les fameux conseils de territoire. Et puis on a un autre organe qui, alors pour le coup, est encore plus, comment dire, sans que l'on sache quoi que ce soit de ce qu'il fait. En 2008, on a créé un conseil communal, un conseil consultatif communal. Alors, ce conseil consultatif communal, il est annoncé comme une aide au pouvoir public pour l'amélioration et l'élaboration de projets innovants et pour participer, je cite, à l'attraction de la ville et à l'amélioration de son positionnement, ce qui est quand même une vocation particulière, avec, là encore, une présidence, un conseil, des bureaux, des commissions permanentes qui sont désignés et nommés par le maire. Et je vous mets au défi de trouver ce que fait le conseil consultatif communal. Il n'y a strictement aucune espèce de rapport qui soit publié. Donc, il se réunit certes, mais ce qu'il fait et ce qu'il donne comme avis, nous n'en saurons rien. Il existe également un conseil municipal des jeunes qui est annoncé comme une instance de jeunes de 9 à 18 ans qui peuvent s'impliquer. C'est vrai que de temps en temps, on voit apparaître une petite photo des jeunes qui y participent. On vous en parlera parce qu'on reprend effectivement la mise en œuvre d'un certain nombre de structures, sans oublier en ce qui concerne aussi les jeunes. Et puis un mot quand même sur ces fameux comités de quartier-là. Parce qu'on entend beaucoup comités de quartier. Les comités de quartier, encore une fois, attention, ce n'est pas une institution décrétée par un code des collectivités territoriales.
Ce sont de vieilles initiatives qui remontent aux mandatures précédentes de même médecins, Perra, etc., qui les avaient en tout cas sollicités et investis. Ils existent aujourd'hui à hauteur de plusieurs dizaines. Nous avons été informés de la création d'une fédération de ces comités de quartier, qui sont d'ailleurs sous la forme associative, ce sont tous des associations 1901, et qui ont élaboré, ont mis en place une fédération, qui est encore une fois parfaitement privée, privée, je veux dire, sous une forme qui n'intéresse pas directement la municipalité et qui a fait l'objet de certains reportages, on en parlera si vous voulez, mais je l'ai simplement noté pour dire que, encore une fois, ça n'avait rien à voir avec les structures que l'on met en place et que l'on veut mettre en place pour la mise en œuvre de la démocratie active et du pouvoir citoyen. Donc, on va vous indiquer peut-être dans un premier temps quelle est la manière dont on envisage les choses au travers d'une définition de quel est notre périmètre pour mettre en place cela. J'ai autour de moi Bruno Della Suda, dont l'expérience est fort importante, puisque ancien conseiller municipal. Christine Poupon, qui vous exposera aussi certaines parties de ce programme, et Pierre-Paul Dana, qui est ancien conseiller métropolitain et ancien maire de la Tour d'ailleurs, et qui s'emparera de ce que nous disons sur la métropole en miroir de ce que nous proposons sur la ville. Et je donne donc la parole à Bruno Della Suda. Alors, en ce qui concerne le budget participatif, c'est évidemment quelque chose. Ah, pardon. La communauté de destin. Ah, c'est moi qui vous dis la communauté de destin, ce qu'on appelle communauté de destin. En fait, quand nous parlons de niçois et niçoises, nous entendons l'ensemble de la population, celle qui vit, qui travaille ou qui étudie à Nice, quelle que soit sa nationalité et son origine. En fait, il s'agit d'une communauté de destin que nous voulons ouverte au monde et nous sommes clairement opposés à toute fermeture identitaire et toute nostalgie. Pourtant, nous savons que nous sommes attachés à notre patrimoine. Il n'existe pas d'ethnie niçoise, mais il existe une culture niçoise, une histoire niçoise. Et c'est un patrimoine que nous défendons contre l'uniformisation culturelle et linguistique. Et en précisant que Nice ne peut que s'enrichir de tous les apports des autres. C'est important, c'est ce que nous enseigne son histoire. Pour faire vivre cette communauté de destin, il sera urgent d'en finir avec la stigmatisation quasi permanente d'une partie de la population et avec la dérive sécuritaire dans laquelle est engagé Christian Estrosi. Donc nous proposons d'abord de mettre en place une citoyenneté de résidence. Donc tous les Niçois et Niçoises, à partir de 16 ans, sont considérés comme une communauté de destin. Bon, je viens de le dire, quelle que soit leur nationalité, leur origine, et ils pourront participer à la vie de leur cité. Nous développons aussi une lutte contre toutes les discriminations et tous les racismes et pour l'égalité des droits. Par exemple, en engageant une campagne volontariste et offensive chaque année sur ce thème. Et cette campagne sera organisée en concertation avec les associations locales, ce sera les associations antiracistes, les associations LGBTQIA+, les associations pour les droits des femmes, dans le respect bien sûr de leur indépendance. Enfin, nous veillerons à ce que ces luttes contre les discriminations et pour l'égalité de tous soient défendues et représentées au sein du conseil, de l'équipe municipale et métropolitaine d'ailleurs. Par exemple, par la désignation d'adjoints ou de délégations, avec des budgets conséquents. Et enfin aussi, nous formerons les élus et les agents et les agentes à cette non-discrimination et à cette égalité. Nous voulons aussi faire de Nice une ville hospitalière, pour que chacun, résident, résidente ou arrivant ou arrivante, puisse être accueilli dans son quartier,
dans une maison commune qui rassemble des structures de services publics et de loisirs. Nous aurons bien évidemment, il y a des choses très choquantes que nous supprimerons, tels les arrêtés, les arrêtés qu'on connaît qui sont destinés à chasser du centre-ville les populations indésirables qui font tache sur la carte postale. Nous veillerons à avoir un dispositif urbain qui soit accueillant pour tous et toutes, et on pense notamment aux personnes handicapées et aux personnes qui ont des difficultés de locomotion de manière générale. Je veux dire, la ville est parfois un parcours d'obstacles. Et nous prendrons également, à la mesure de nos possibilités, les mesures nécessaires pour accueillir un hébergement d'urgence inconditionnel et cesser avec ce scandale absolu qui est que des centaines de gens à Nice dorment à la rue, y compris des familles avec des enfants en bas âge. Et nous veillerons également à accueillir dignement les personnes exilées en leur consacrant des structures dédiées. On espère que grâce à toutes ces mesures, nous ferons vivre à Nice le principe de fraternité tel qu'il a été introduit récemment dans notre Constitution à la suite de la mobilisation de solidarité avec les migrants. Et on pourrait dire aussi, pourquoi pas, un principe de sororité. C'est une autre histoire. Merci. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure, dans l'aspect critique de ce qui existait, on avait dénoncé le fait qu'il n'y a en réalité qu'un rôle, et encore consultatif, sur des projets initiés par la municipalité, via une plateforme numérique dont on dira quelques mots tout à l'heure, avec un budget bien maigre et en tout état de cause, pas d'autonomie citoyenne du tout. Alors une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a fait ces critiques-là, qui sont des critiques de nature à dire que nous sommes effectivement dans une espèce de leurre absolue, eh bien, encore faut-il savoir par quoi est-ce que nous pourrions effectivement le remplacer. Et c'est le travail prospectif qu'on a tenté de faire pour faire que les principes qu'on a énoncés se déclinent au travers d'un certain nombre de structures qui est précisément ce rôle qu'on veut lui donner. Donc pour développer ces pratiques de participation citoyenne, il faut évidemment trouver une certaine méthode. Et cette méthode, elle ne peut que passer par à la fois le tirage au sort pour qu'il y ait une représentativité particulière. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que l'examen de ce qui se passe, on ne peut que constater qu'on risque d'aller vers un maintien de la représentativité des personnes qui sont de toute façon intéressées par et qui peuvent se proposer pour. Et pour éviter qu'on ait cette espèce de renouvellement, de faux renouvellement de la participation, le meilleur moyen qui est à mettre en œuvre, c'est celui effectivement du tirage au sort. Alors vous me direz tirage au sort sur quoi? Tirage au sort sur les listes électorales d'une part, et tirage au sort aussi, puisqu'on vient de vous expliquer ce qu'est la communauté de destin, comment est-ce qu'on peut effectivement faire en sorte que tout le monde puisse faire l'objet de ce tirage au sort. Pour mettre quoi en place? A priori, en premier lieu, des assemblées citoyennes de quartier, puisque notre propos c'est la proximité, c'est l'accès, il faut impérativement que les gens sachent où et comment s'adresser pour que cette parole soit recueillie et qu'elle soit effective. Et ces assemblées citoyennes de quartier auront un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre précisément de ce que nous développerons sur le budget participatif. Pour ce qui est du périmètre, par définition, le conseil municipal, vous l'avez entendu tout à l'heure, a la capacité de le déterminer. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas aller sur les 18 qui étaient présents en 2008-2009 pour forcément les étendre, puisque par définition il y en a beaucoup plus, démographie de la ville oblige, et il faudra évidemment l'adapter à cette nouvelle composition. Ceci dit, le principe, c'est une composition paritaire homme-femme, ouverte aux jeunes à partir de 16 ans,
aux résidents et résidentes indépendamment de la nationalité et de l'origine, avec un collège majoritaire tiré au sort tel que je viens de l'indiquer, un collège minoritaire associatif de quartier et un collège minoritaire d'élus de la majorité et de l'opposition, et sans droit de vote pour éviter les pressions sur cette assemblée. Le nombre peut en être de 30 ou 40 avec une réunion trimestrielle et surtout ouverte au public et un pouvoir de décision et d'interpellation du conseil municipal. Ce fonctionnement qui est donc autogéré et collégial sera le fait d'une équipe d'animation évidemment renouvelée, pour exemple tous les 2 ans. Ça, c'est ce qui constitue le tissu largement réparti dans la commune. Bien évidemment qu'à un moment donné, il faut que ces assemblées se rejoignent, et elles se rejoignent au sein d'une assemblée citoyenne municipale, composée pour exemple de 70 membres, avec une représentation des assemblées citoyennes de quartier, et une représentation qui est élaborée avec les mêmes principes. Elle peut superviser, parce que c'est extrêmement important, une fois que le budget participatif a été discuté au premier échelon local, il faut évidemment qu'il le soit au l'échelon de la municipalité, et c'est évidemment essentiel pour que ce budget puisse exister. On a pensé aussi à mettre en place, et ce dès la première année de mandat, les assises de la ville. Alors, les assises de la ville, c'est un mot qui est peut-être un petit peu générique, mais qui a précisément pour but de pouvoir évaluer les politiques publiques municipales et métropolitaines et d'arrêter un certain calendrier, parce que ce n'est pas tout de dire on a tel ou tel projet ou tel projet va émerger, il faut encore le séquencer. Donc ce contrôle citoyen sera élaboré par les assises de la ville de Nice, et les premières assises pourront effectivement avoir comme objectif aussi de mettre en place à la fois le dispositif et le processus de budget participatif, et de mettre en route ce que nous appellerons, et je vous en parlerai après, les conventions citoyennes, avec une décision des thèmes qui pourront y être abordés. Ensuite de quoi il nous a semblé totalement nécessaire de mettre en place un observatoire de la citoyenneté qui complète le panorama que je viens de dire, et qui est le 3e élément d'un pouvoir citoyen fait de contrôle citoyen et de démocratie directe, toujours avec un principe de tirage au sort pour son collège majoritaire. Il nous a semblé également qu'il était impératif de permettre de recueillir les avis et paroles de comités d'usagers. Alors, vous savez que les comités d'usagers, il y en a certaines qui existent et qui sont d'ailleurs codifiées, d'autres non. Mais pour ce qui est, par exemple, des services qui sont gérés en régie municipale, par exemple, mais aussi pour ceux qui appartiennent à la mise en œuvre de services municipaux, il est absolument impératif de savoir ce qu'en pensent les premiers concernés, c'est-à-dire les usagers et usagères. Donc ces comités d'usagers et usagères sont un des organes qui est primordial pour faire remonter les opinions et les possibilités d'amélioration. Nous avons parlé tout à l'heure du conseil municipal des jeunes. Je pense que non seulement il faut le maintenir, mais bien évidemment il faut peut-être le faire participer plus avant, avec une participation, avec une possibilité de prendre dans le périmètre des écoles. On a un exemple qui était celui de Valbonne, qui nous semblait fonctionner peut-être correctement. Donc, vous l'avez compris, toutes ces structures-là qui nous semblent être le moyen et la méthode pour faire effectivement une démocratie directe, l'un des gros sujets, c'est les moyens et les moyens financiers. Ces moyens financiers sont précisément l'instauration d'un budget participatif, et c'est Bruno Dalles-Suda qui va nous l'expliquer. Oui, alors pour nous, le budget participatif, il s'agit d'un vrai budget participatif, c'est-à-dire du pouvoir d'agir, des moyens concrets et une volonté politique de partager la décision.
de partager la décision avec les citoyens et les citoyennes. Le budget participatif, c'est à la fois un dispositif et un processus inscrit dans la durée d'un mandat. Il renforce la démocratie locale en permettant aux habitants et aux habitantes de proposer, débattre et décider directement de l'affectation d'une partie du budget d'investissement de la commune. Véritable partage du pouvoir décisionnel et financier, il donne aux citoyens et aux citoyennes un rôle actif dans la gestion des fonds publics, tout en répondant mieux aux besoins réels de la commune. Un rôle actif, et ça me permet d'ouvrir une toute petite parenthèse pour justifier le fait que nous utilisons les termes de démocratie active plutôt que démocratie participative. Pourquoi? Parce que démocratie participative, c'est un terme déjà ancien, qui avait été en quelque sorte propulsé par l'expérience de Porto Alegre à la fin des années 1980, qui a connu beaucoup de succès et des fortunes diverses, mais qui a ensuite, ce terme, été relativement galvaudé, au point que Pera y faisait parfois allusion, et Estrosi a repris ça et parle de budget participatif et de démocratie participative, avec un contenu, c'est ce que Mireille Damiano a dit tout à l'heure, qui évidemment ne nous satisfait pas, puisqu'il n'y a pas de pouvoir citoyen. Les habitants et les habitantes sont consultés vaguement, on ne tient pas compte de leur avis et ils ne sont jamais associés aux décisions. Alors, cet outil, le budget participatif, il a déjà été expérimenté en France, plus de 400 communes ou collectivités territoriales, et dans le monde, en particulier au Brésil et en Amérique du Sud, sous des formes diverses. À Nice, le dispositif, on le disait, le dispositif existant, a peu à voir avec la démocratie réelle, la démocratie jusqu'au bout, telle que nous la concevons, et le pouvoir citoyen. Nous voulons un budget participatif significatif, avec une montée progressive. Parce qu'on part de l'existant, on veut modifier cette situation, et bien entendu, il faut donner une inflexion au départ forte, mais ça ne peut pas se réaliser en 3 coups de cuillère à coups. Donc, une montée progressive qui représente une part notable du budget d'investissement, minimum 5%, donc 5% au départ, un pourcentage qui pourra augmenter par la suite, soit environ 10 à 15 millions d'euros par an. Nous voulons aussi un autre fonctionnement démocratique, transparent, collectif, c'est-à-dire qu'un vrai budget participatif, ça ne peut pas se résumer à un vote en ligne, on a fait allusion tout à l'heure. Les projets peuvent et doivent être débattus, amendés, améliorés collectivement, pour construire un intérêt général partagé avant d'être soumis au vote. Et on revient là aux assemblées citoyennes, outil absolument essentiel, à 2 niveaux. Donc Mireille Damiano en a parlé. Le premier niveau, ce sont les assemblées citoyennes de quartier. On l'a dit, un périmètre qui permet de garder une dimension vivante et humaine, une dimension de proximité immédiate. Un deuxième niveau qui est l'assemblée citoyenne municipale. Alors, on précise que celle-ci a pour mission de superviser le processus global, d'arbitrer entre les projets à l'échelle de la ville et de garantir l'équité entre les quartiers. Ce processus du budget participatif se déroulera dans un dialogue permanent, pour nous c'est important évidemment, avec le conseil municipal et les services municipaux, par cycle annuel en plusieurs étapes. Alors ces étapes, je les résume, on pourra éventuellement y revenir. Diagnostic et propositions, étude par les services municipaux de la faisabilité, des coûts et de la conformité juridique, validation par l'Assemblée citoyenne municipale de la liste finale des projets, ensuite présentation et débat public dans chaque quartier autour des projets, puis vote des projets par l'Assemblée citoyenne, cette fois-ci à l'échelle municipale, validation et lancement. Après la proclamation des résultats, c'est au tour du conseil municipal de se pencher sur la question sur la base d'un engagement à respecter les choix de l'Assemblée citoyenne municipale. Chaque année, un nouveau projet sera soumis à ces mêmes étapes et on considère aussi qu'il faut des garanties démocratiques, qui sont les suivantes. Engagement politique et moral donc, du conseil municipal à mettre en œuvre ce qui a été décidé par les assemblées citoyennes. Transparence totale, il faut donc repenser la plateforme numérique publique ou suivre en temps réel l'avancement de chaque projet voté.
photo, rapport d'étape, explication de tout retard éventuel, moyens humains dédiés, en créant un service municipal du budget participatif, avec une équipe formée à l'animation démocratique et à l'accompagnement des citoyens et des citoyennes. On souhaiterait évidemment qu'il y ait un adjoint ou une adjointe au budget participatif, qu'il y ait aussi une formation citoyenne, ça c'est évidemment très important, pour faire bénéficier les membres des assemblées citoyennes d'une formation au budget participatif organisée par la commune et proposer des sessions de formation gratuites pour tout citoyen, toute citoyenne voulant comprendre ce budget municipal et savoir formuler des propositions. Enfin, accessibilité maximale en prévoyant des réunions en soirée en fin de semaine avec service de garde d'enfants, traduction en plusieurs langues, accessibilité pour les personnes concernées par un handicap, avec l'optique évidemment de favoriser particulièrement la participation des quartiers populaires. Bien. Alors ça, c'est ce qui concerne le budget participatif, mais nous avons aussi d'autres objectifs. L'installation des conventions citoyennes, avec l'objectif de 4 conventions sur la mandature, sur l'ensemble de la mandature. Les conventions citoyennes, lieu de mise en débat de sujets complexes et non partisans, basés sur une sélection par tirage au sort, sont un processus impliquant permettant la construction de points de vue communs. Alors, il y a une sorte de calendrier. Chaque sujet est traité sur environ 3 ans, même si la convention proprement dite ne dépasse pas une année. L'année N1 sert à identifier le sujet mis en débat, procéder au tirage au sort des citoyens et des citoyennes, organiser les conditions de la convention. L'année N est celle de la convention proprement dite. Selon les sujets, elle nécessitera de 4 à 7 fins de semaine de travail, nécessairement espacées pour permettre la participation. Et l'année N+1, ce sera celle de la restitution, de la diffusion, de la traduction en action et en budget par le conseil municipal ou métropolitain, selon le thème retenu. La première convention citoyenne pourrait porter par exemple sur le problème des pollutions, de l'environnement et de ce que nous appelons la ville que nous voulons sur le plan écologique. Il pourrait y avoir aussi le thème de la sûreté ou de la tranquillité publique. Alors, objectif suivant, la mise en place de référendums d'initiative citoyenne. Tout le monde en a entendu parler à travers le RIC, qui avait été popularisé, vous vous rappelez, il y a quelques années par les Gilets jaunes, mais qui reprend une idée plus ancienne. Ça n'était pas une invention des Gilets jaunes, même si ça a été très fortement popularisé par eux. Donc ça reprend une idée plus ancienne, qui est celle du référendum d'initiative populaire, qui a fait l'objet de débats publics en France, mais dans d'autres pays en Europe, notamment en Suisse, mais pas seulement. Bon, l'idée, c'est d'associer ce RIC de manière générale aux assemblées et au tirage au sort. Donc on retrouve de nouveau la problématique du tirage au sort, qui est pour nous très importante. Voilà. C'est une pratique qui est répandue dans d'autres pays européens. Pour nous, le RIC est une démarche par le bas. Ce n'est pas nous qui décidons du RIC, ce sont les citoyens et les citoyennes qui interpellent. Elle vient de la population résidente, cette demande, à partir de 16 ans. Bon, c'est lié à la communauté de destin qu'on a définie et que Christine Couton a rappelé tout à l'heure. À partir d'un certain seuil de la population, 5%, et on précise quand même, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que le RIC pourra porter sur tous les sujets et projets locaux, pas sur des sujets nationaux. Voilà, que ce soit bien clair dans le cadre de la législation actuelle. Ensuite, nous avons un autre objectif qui est pour nous important, c'est ce que nous appelons la démocratisation radicale du conseil municipal. Voilà. Et de ce point de vue, nous proposons plusieurs choses. La première, c'est de réformer le règlement intérieur du conseil municipal, notre conseil municipal, celui de Nice. Les prérogatives du maire seront limitées, y compris dans son porte-parole, par son droit à interrompre, ce qu'il fait, vous savez, très régulièrement, les interventions des élus d'opposition. Nous pensons que si la controverse et l'expression même vive des divergences sont partie intégrante du débat démocratique, les propos méprisants, insultants ou menaçants, par contre, seront proscrits dans l'enceinte du conseil municipal.
Deuxième élément, deuxième proposition, la publication avant chaque conseil, mais aussi chaque commission, ou tout organe de réflexion-décision de type comité de pilotage pour les grands projets, d'un ordre du jour assorti d'une courte synthèse, mention des éventuelles études et projets support de la discussion, compte rendu à diffuser rapidement. Troisième élément, expliquer, donc une explication nécessaire pour toutes les décisions qui sont prises, pour lesquelles un processus de participation, de concertation ou d'avis a été conduit, le mode de prise en compte, y compris au-delà des seules procédures de concertation conduites dans un cadre réglementaire. Et puis, nous proposons également d'annoncer les séances du conseil municipal dans le magazine municipal, en ouvrant ces séances largement au public, ce qui veut dire qu'il faut qu'on pense à utiliser les salles en ville qui permettent mieux que la salle actuelle du conseil en mairie l'accueil du public. Vous savez que non seulement il y a un filtrage, mais que la partie ouverte au public est très réduite sur le plan numérique. Ça n'est pas forcément comme ça dans d'autres communes, y compris de taille comparable. Ensuite, nous proposons de créer un droit d'interpellation citoyenne, ça c'est très important, ça existe déjà dans certaines communes, bon, à dimension quasi comparable, je pense notamment à Nantes et à Strasbourg, des expériences les plus avancées, basées sur le principe du droit pour les citoyens et les citoyennes de saisir le conseil municipal, là encore sur une question d'intérêt général, avec un engagement municipal de débat du conseil, d'un vote du conseil et d'une réponse formelle à ce type de demande. Pour l'exercice de ce droit, il sera établi un certain nombre de critères, seuil de signature, nombre de quartiers concernés. Alors, je précise au passage aussi, à propos de ce qui peut apparaître comme un détail, que nous avons une orientation générale de démocratie active. C'est-à-dire la combinaison d'une démocratie représentative qu'on réforme radicalement et d'une démocratie directe. Bon. Alors, évidemment, cet élément-là est tout à fait important. Ça ne veut pas dire que nous avons un projet clé en main. Ça veut dire que tout au long du processus, ce projet, il sera précisé, il sera affiné. Voilà. Et ce qui est très important pour nous, c'est le rôle des assises de la ville, ça a été tout à l'heure mentionné par Mireille Damiano, et notamment les premières assises de la ville. Parce que les premières assises de la ville, nous pensons qu'elles doivent être organisées dès le début du mandat, dès la première année, l'année qui suit la nouvelle élection. Parce que dans ces premières assises, ce qu'on proposera notamment, mais pas seulement, c'est de préciser et de mettre en place la mise en route du processus du budget participatif. Voilà. Donc, tout n'est pas d'ores et déjà décidé, de notre point de vue, je le répète, une orientation générale, des propositions, un certain nombre de précisions, mais pas toutes. On n'a pas cette prétention-là. Voilà. Alors, j'ajoute à ça le fait que nous proposerons un compte-rendu annuel du mandat, que ce soit organisé, ouvert au public et annoncé à l'avance, dans le magazine municipal, mais pas seulement. C'est-à-dire que ça doit être aussi annoncé à l'avance dans chaque quartier, par un dispositif d'information et de communication. Dans chaque quartier, il y a différentes possibilités qui peuvent être envisagées. Nous ferons de Nice une municipalité exemplaire en matière d'égalité. Il ne suffit pas qu'il y ait l'égalité homme-femme. Et on précise, il ne suffit pas qu'il y ait autant d'hommes que de femmes en politique, même si c'est pour nous, évidemment, tout à fait essentiel. Mais il faut qu'ils et elles exercent le pouvoir à parts égales. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est pour nous un préalable de société démocratique. Voilà, au-delà donc de ce que nous visons à l'échelle de Nice et de la métropole. Nous mettrons en place une représentation paritaire dans les instances de décision et dans les commissions thématiques. Ensuite, nous pensons qu'il faut un partage équilibré des délégations en mettant fin aux attributions genrées. Alors ça peut paraître abstrait, et là on va quand même donner un petit détail. Les délégations restent très souvent distribuées, vous l'avez peut-être remarqué, selon des stéréotypes de genre. Par exemple, les hommes héritent des portefeuilles dits stratégiques, des finances, l'urbanisme, tandis que les femmes se voient confier les secteurs sociaux ou éducatifs. Bon. Ça, c'est un état
qu'on peut constater et dont on ne peut pas, de notre point de vue, se satisfaire. Parce que ça n'est pas tout à fait l'égalité telle qu'on l'imagine. Dans les commissions thématiques, nous proposons d'établir un règlement intérieur qui fixe la parité obligatoire dans toutes les commissions, organismes, finances, culture, développement économique, etc. Alterner systématiquement, c'est aussi un objectif, la présidence de ces commissions entre femmes et hommes. Dans les organismes extérieurs, lors de la désignation des représentants et des représentantes de la collectivité dans les conseils d'administration, syndicats, associations, entreprises publiques locales, etc., il faudra appliquer la parité. Nous disons aussi, et enfin, sur ce plan, qu'il faudra s'engager dans une démarche de nomination paritaire sur les postes à responsabilité, et pourquoi pas créer et rendre au public une cartographie annuelle de la parité au sein de la collectivité. Ça vous permettra de faire ce qu'on pourrait appeler un bilan d'étape. Alors, dernier point, en ce qui concerne ce dont je vous parle, nous ouvrirons la communication municipale et même le magazine qui est distribué dans les boîtes aux lettres de toute la population en ville. Donc, ouvrir le magazine à la démocratie active. La communication de la municipalité sera l'objet de propositions faites, là aussi, à l'occasion des premières assises de la ville. Mais ce que nous envisageons déjà, c'est une nouvelle formule du magazine à mettre en œuvre. L'équipe de rédaction sera pluraliste et donc ouverte au groupe d'opposition du conseil municipal. C'est la conception du magazine. Hein. On ne parle pas de ce qui est dans le magazine, l'avant-dernière page, avec un dispositif qui donne la parole au groupe d'opposition, qui est un dispositif légal issu de la loi Vaillant. Ça, c'est la loi, évidemment. Nous parlons d'autre chose, hein, c'est-à-dire le fait d'associer l'opposition de manière plus large à la conception d'ensemble du magazine. Alors pour nous, le contenu du magazine alliera mise en valeur des réalisations municipales, ce qui fait déjà assez largement, il fait que ça, de manière publicitaire, et nous, ce n'est pas l'esprit, et donc alliera mise en valeur des réalisations municipales et contribution au débat citoyen de la démocratie active. Voilà. Une part du contenu du magazine, ainsi, informera de la tenue des séances du conseil municipal et des assemblées citoyennes des quartiers et de la ville, informera du déroulement du processus du budget participatif et permettra, on y tient aussi, l'expression de la parole du mouvement associatif et du mouvement syndical de la ville. Pourquoi? Parce que le pluralisme, à nos yeux, c'est un pluralisme citoyen. Ce n'est pas seulement le pluralisme des formations politiques. Et si on parle de pluralisme citoyen et de démocratie active et de démocratie jusqu'au bout, il faut donner une place réelle et significative à l'expression du mouvement associatif et du mouvement syndical de notre ville. Voilà. Merci Bruno. Je passe la parole à Christine, qui parlera des associations comme acteurs indispensables à la démocratie et des lieux où celle-ci peut s'exercer. Alors effectivement, on le sait, hein, le tissu associatif, à travers les missions bénévoles qu'il propose, fait vivre l'engagement local et participe à la construction de la citoyenneté. Le bénévolat, ce n'est pas une simple ressource humaine, c'est aussi un engagement qui est accessible à tous et à toutes, qui renforce, qui en fait a aussi un facteur d'inclusion, de solidarité et de participation démocratique, qui peut renforcer les liens sociaux. Alors, à l'heure où les collectivités locales ont tendance à faire des économies, mais aussi au moment où elles sont confrontées à des défis majeurs tels que la transition écologique, l'aggravation des précarités, la crise et le repli démocratique, nous pensons que les associations doivent être reconnues comme des partenaires à part entière, capables d'apporter expertise, innovation et de construire une parole collective. Nous veillerons donc à les impliquer dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation également des politiques locales. Il ne s'agit pas pour nous de financer plus, même si ça peut parfois être important, mais surtout de financer mieux. Et pour sécuriser l'action associative dans la durée, nous privilégierons des revendications en fait, qui sont portées par le mouvement associatif à l'échelle nationale. Je pense
pense par exemple à la convention pluriannuelle qui permet de fixer des engagements autour d'un projet défini sur plusieurs années et qui est un choix de stabilité, de simplicité et d'efficacité pour les associations. Également une subvention de fonctionnement plutôt qu'une subvention de projet qui apporte aux associations la reconnaissance de la stabilité, de l'autonomie, de la souplesse dans la gestion de leurs ressources. Enfin, un point important quand même, la mise à disposition de locaux et ou de ressources matérielles pour favoriser les aspects logistiques qui sont souvent un frein aux initiatives locales. En ce qui concerne le financement des associations, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des biais clientélistes, quelles que soient les majorités, et donc nous mettrons en place des commissions mixtes d'attribution des subventions, qui favoriseront la transparence de l'attribution des subventions. Ces commissions mixtes seront composées d'élus de la majorité et de l'opposition, de citoyens tirés au sort, d'experts, et elles seront chargées de statuer de l'utilité sociale des projets associatifs proposés. Là aussi, c'est une revendication qui émane des mouvements associatifs. Et enfin, je vais conclure par un point qui n'est peut-être pas très bien connu. Il existe depuis 2022 un contrat d'engagement républicain, CER, que doit désormais signer toute association qui demande une subvention pour en bénéficier. Subvention ou mise à disposition de ressources et de locaux. Ce CER est très large et dit que les associations s'engagent à respecter la dignité humaine, les lois et les symboles de la République, l'union nationale, le drapeau, etc. L'égalité entre les hommes et les femmes, bien. Il n'y a rien à redire sur ce contrat, sur le fond. Le problème tient à la mise en œuvre par certaines collectivités locales qui ont eu des interprétations très très larges. Et on pense notamment à ce qui s'est passé pour des associations environnementales qui ont vu leurs subventions supprimées parce qu'elles avaient défendu la désobéissance civile. Or, il se trouve que la désobéissance civile relève de la liberté d'expression et des réunions pacifiques, en tant que forme pacifique, bien évidemment. Ça a été confirmé par un tribunal administratif. Ça concernait principalement l'association Alternativa. Et il est bien entendu que ce CER, bien évidemment, nous le respecterons puisqu'il est inscrit dans la loi. En revanche, nous serons loin d'avoir une interprétation aussi restrictive. Je vais maintenant passer à un point suivant, parce que c'est bien beau, toutes les associations qu'on accueille et qu'on aide, mais encore faut-il trouver un ancrage dans le réel. Et donc, nous pensons à mettre en place des maisons citoyennes, une maison commune pour une pratique active de la démocratie locale. Ces maisons communes ou citoyennes seront présentes dans chaque quartier ou groupement de quartiers selon la réalité du terrain. Et nous souhaitons qu'elles rassemblent autant que possible tous les usages. Un seul lieu pour la pratique de la démocratie, pour rendre possible le dialogue, les échanges et les propositions. Donc, elles seront à la fois le siège des assemblées citoyennes, et avec des moyens spécifiques affectés à leur fonctionnement. Elles seront aussi des lieux dédiés au soutien du milieu associatif. Elles accueilleront dans leurs locaux les permanences des associations sportives et culturelles, des groupes citoyens, les collectifs d'organisations citoyennes, qui pourront ainsi se réunir, mais aussi tisser des liens entre eux, et ça c'est quelque chose d'important, collaborer sur des sujets transversaux, construire des médiations entre les différentes associations. Donc une maison commune ouverte. Ça sera également des lieux ouverts aux travailleurs et aux travailleuses, aux résidents et aux résidentes, donc des disponibilités des locaux pour les syndicats, les associations de chômeurs et de chômeuses, ainsi que les comités de résidents et résidentes de HLM. Enfin, nous les souhaitons espaces intergénérationnels pour fournir aux seniors, aux jeunes, aux familles, aux exilés, à tous et à toutes, les informations, les conseils nécessaires en matière de santé, logement, aide sociale, droits sociaux, etc. Mais aussi, il faut que ce soit des lieux de pratique culturelle et des lieux essentiellement de convivialité et de rencontre entre les différentes parties de la population.
On espère qu'avec cela, ça sera des maisons où le vivre ensemble prendra corps. Merci Christine. Alors maintenant, que faisons-nous de la métropole dans tout ça? Bien. Alors moi je vais vous parler d'une hérésie démocratique, la métropole, puisque les élections sont aussi des élections métropolitaines, vous le savez, et c'est des élections sans candidat. Si vous vous baladez dans la rue et que vous demandez qui est candidat à l'élection métropolitaine, personne ne saura vous répondre. Évidemment, on dirait Estrosi et Ciotti, mais ils sont candidats à tout, donc c'est pas très difficile. À part ça, c'est complètement inconnu, et sans programme, puisqu'il n'y a pas de programme métropolitain. De temps en temps, il y a des allusions, mais dans des programmes locaux et présentés comme tels. Les programmes communaux et présentés comme tels. Évidemment, je disais que c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se penche sur l'importance de la métropole aujourd'hui dans notre structure administrative, c'est considéré comme une instance décisive. Ça a été pensé comme des regroupements territoriaux qui sont de nature à faire face à la concurrence internationale. Voilà quel était le fondement des lois instituant la métropole. Et lorsqu'on se penche sur les compétences de ces métropoles, on s'en aperçoit, quasiment tous les grands services publics dépendent aujourd'hui de la métropole. Je cite souvent un exemple qui est caricatural, mais est-ce que vous savez que la place Masséna est une place métropolitaine? Oui, c'est une place métropolitaine. Est-ce que vous savez qu'à Lyotis, le grand centre dont Estrosi se félicite le plus souvent, est aussi une structure métropolitaine? Oui, c'est une structure métropolitaine. Donc si on fait le détail de l'ensemble des grands services aujourd'hui qui dépendent de la métropole, c'est décisif pour l'évolution du territoire. Le tourisme, par exemple, avait donné lieu à une empoignade. Chez nous, vu l'importance et la place du tourisme, ça a été discuté en conseil métropolitain. Si vous souhaitez, je vous donnerai tout à l'heure un détail là-dessus. Et finalement, le tourisme, en tous les cas, la planification touristique est retombée dans l'escarcelle métropolitaine, tout simplement parce que ça relève de la loi. Si on se penche maintenant du côté des moyens, le budget de la métropole est plus du double du budget de la ville de Nice. C'est là que se joue l'essentiel. Et au niveau des moyens d'agents, il y a aujourd'hui, alors c'est extrêmement difficile à savoir, parce que Mireille faisait tout à l'heure référence à l'opacité. L'opacité va très loin, puisqu'on ne sait même pas quel est le nombre aujourd'hui d'agents métropolitains réellement, vu les démembrements, etc., réellement consacrés à ces tâches métropolitaines. Donc vous voyez, incontestablement, la métropole est un objet fondamental. Il n'y a pas de répondant démocratique de cette structure qui a été créée au niveau national par le texte de loi, et j'y viens. Qu'en est-il maintenant au niveau local? Alors si vous me permettez, je vais faire un peu d'histoire, non pas pour sacrifier un bon bout de l'histoire, mais simplement pour rafraîchir les mémoires opportunément. La métropole de Nice a été créée par la loi du 16 décembre 2010. Et elle a été créée avec la vigilance redoublée d'Estrosi et de Ciotti. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, ils étaient copains comme cochons, mais Estrosi était ministre, en tous les cas jusqu'en novembre 2010. Et Ciotti était député. Et donc c'est lui qui a joué le rôle de suivi au détail de la loi sur les métropoles pour qu'elle soit adaptée à la ville de Nice. Pourquoi? Parce que Nice ne pouvait pas se couler dans une structure qui existait, qui était la communauté urbaine, pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez là aussi. Donc on ne pouvait pas utiliser ça, on a forgé un nouvel outil, encore une fois je vous le dis, en commun, ensemble, avec une totale convergence d'idées, et cette métropole qui a été créée a été la seule métropole en France qui a été créée, donc vous voyez bien qu'elle correspondait quand même à quelque chose d'assez particulier. Il faudra attendre la loi MAPTAM de 2014, c'est-à-dire plusieurs années après, pour que les métropoles soient créées de manière directive dans les plus grands territoires français. D'ailleurs, cela a été ensuite évolutif. Depuis cette création de territoire, donc ils savent parfaitement de quoi il s'agit, depuis aussi bien Estrosi que Ciotti répète à satiété que les métropoles n'ont rien changé, bien sûr, et que chaque maire demeure complètement compétent dans son territoire. Ce qui est une illusion, bien évidemment. Je pense à un certain nombre de mes amis qui étaient maires dans la Tinée. Comment voulez-vous qu'ils puissent être compétents en matière de gestion de la métropole? C'est une illusion totale, qui quelquefois est partagée de manière plus ou moins
fictive d'ailleurs, par les élus eux-mêmes. Si on se retourne maintenant de l'autre côté, du côté de l'opposition, alors là c'est l'inverse complètement. Les élus d'opposition, je parle en particulier des élus verts et des élus socialistes, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, n'ont jamais endossé l'habit de conseiller métropolitain. Ils sont à la métropole des conseillers de la ville de Nice, puisque c'est là essentiellement qu'ils sont élus, accessoirement des communes de la périphérie niçoise, et ils arrivent, ils répercutent en conseil métropolitain les démarches et les interrogations qu'ils avaient au conseil municipal de Nice. Tout ça, évidemment, n'est pas extrêmement intéressant et n'est pas tout à fait satisfaisant non plus du côté des citoyens. Donc, en ce qui nous concerne, on propose de changer radicalement d'optique. Notre objectif, aujourd'hui, c'est de créer un véritable intérêt collectif dans la métropole. C'est-à-dire qu'on soit capable, de Nice jusqu'à la frontière italienne, qu'on soit capable de débattre des sujets d'intérêt collectif et d'en débattre de manière ouverte et, si possible, approfondie. En d'autres termes, si vous voulez, pour le dire très rapidement, on souhaite faire de la métropole un sujet politique. C'est pas la première, et je dis un sujet politique, contrairement à ce que répète encore une fois Satiété, nos amis, en disant que c'est une structure administrative, c'est-à-dire un établissement public. C'est pas la première fois que cela arrive. C'est exactement ce qui s'est passé pour la région. La région a d'abord été une structure technocratique, puis ensuite un établissement public, avant de devenir, avec les lois de décentralisation, de faire une collectivité territoriale. Et là aussi, difficulté à créer un véritable sujet politique au niveau de la région. Alors, comment y parvenir? Mais je crois qu'il n'y a pas, pour nous en tous les cas, 36 possibilités. Il y a la nécessité absolue d'un double débat. D'abord, le débat avec les communes, parce que la métropole, c'est aussi une représentation territoriale, et que bien évidemment, les intérêts de telle ou telle commune ne sont pas nécessairement les intérêts de Nice, et vice-versa d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure du tourisme, bien évidemment, les intérêts d'un certain nombre de communes de l'arrière-pays ne sont pas les intérêts de Nice. Et deuxièmement, un débat ouvert et approfondi avec les citoyens pour créer cette conscience métropolitaine. Alors c'est sur cette base-là que nous allons faire des propositions. Elles seront détaillées dans le document qui vous est distribué. Et pour ne pas alourdir notre présentation, je vais m'en tenir quand même à quelques éléments essentiels sans aller dans le détail. Nos propositions, en fait, elles s'appuient sur deux socles, je vous l'ai dit. D'autre part, établir un dialogue avec la commune, les communes, et enfin, faire participer les citoyens au fonctionnement de la métropole. Alors, premier point, et ça nous semble extrêmement important, c'est la réflexion au niveau de l'exécutif. Nous proposons de distinguer les fonctions de président de la métropole et de maire de Nice. C'est quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, il semblerait naturel, effectivement, que les deux fonctions soient confuses. Mais, évidemment, ce n'est pas le cas. Si vous jetez un coup d'œil en France, il y a de très, très nombreuses métropoles qui ne sont pas dirigées par le maire de la commune chef-lieu. C'est le cas à côté de chez nous, par exemple, à Marseille, vous le savez tous, pour des raisons politiques. Mais ça peut être le cas pour des raisons d'accord, par exemple à Bordeaux, mais c'est le cas aussi à Lille, c'est le cas aussi à Strasbourg, etc. Donc vous voyez que cela peut très bien fonctionner. Donc il peut y avoir un président de métropole et un maire de Nice, les deux étant encore une fois, je dis, distincts, et en veillant là-dessus, je dis ça pour ne pas être accusé de sexisme, et veillant à la possible parité. Alors, je connais les journalistes, on va me demander, alors qui c'est là le président, le maire de Nice, et qui sera... En l'état actuel des choses, bien Alain qui peut dire quelle sera la carte politique qui sortira de ces élections. Donc déterminer aujourd'hui avec qui le débat peut être engagé, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais il y a des solutions. Si on prend le cas de Lille que j'évoquais tout à l'heure, lorsque les socialistes ont perdu la majorité à Lille, par exemple, ils ont discuté avec les maires des petites communes, moins grandes dans tous les cas que les communes métropoles, centre de la métropole, et c'est un maire issu d'une de ces petites communes qui a été élu. Voilà. Donc voilà l'exemple de type de cas de figure, quelque
quelquefois c'est un peu différent, parce qu'il y a des majorités politiques différentes. Pour prendre un exemple intergauche, si je puis dire, Grenoble, par exemple, le président de la métropole, vous le connaissez tous, hein, le président de la métropole est un socialiste et qui n'a pas exactement les mêmes positions que le maire de Grenoble. Voilà, donc tout dépendra effectivement à ce moment-là, on engagera le débat. Deuxième élément au niveau de l'exécutif, on souhaite que les vice-présidents soient pleinement en charge du domaine qui leur est délégué. Je ne sais pas si vous avez des relations avec les vice-présidents de la métropole, mais je puis vous assurer que de temps en temps, ils s'aperçoivent qu'un sujet qui relève de leur domaine délégué est abordé au moment du conseil métropolitain. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est des vice-présidences fictives dont nous souhaitons qu'ils soient pleinement investis dans leur charge. Pour clarifier les relations avec les communes, c'est le deuxième point, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, les communes, et notamment les petites communes, servent de variable d'ajustement. C'est-à-dire, lorsqu'on constate qu'on a dépensé trop d'argent en Nice, on va raboter tel ou tel investissement prévu dans telle ou telle commune pour essayer de compenser le trou qu'on vient de créer. Et quelquefois, évidemment, ça va même plus loin, parce que ces investissements peuvent servir à, comment dirais-je, des éléments de pression pour obtenir telle ou telle position, tel ou tel élu sur tel ou tel point. Nous souhaitons mettre fin à cet état de choses. Et comment? Avec un contrat, élaborer donc un contrat entre l'ensemble des communes, un contrat qui soit un contrat négocié et un contrat public, y compris auprès des habitants de chacune de ces communes. Donc chacun sait à quoi il a droit pendant une durée déterminée. Nous pensons, pour des raisons d'efficacité, que ces contrats doivent être triannuels, donc sur une portée de 3 ans. Alors effectivement, comme disait le poète, la théorie est grise et l'arbre de la vie est vert, donc de temps en temps les choses changent, et donc il faut s'y remettre sur le tapis assez rapidement. Et dans ces cas-là, on aura des possibilités de modification du contrat, mais avec une procédure inverse, c'est-à-dire la même démarche que celle qui aura présidé à l'élaboration de ce contrat. Je crois que c'est un élément extrêmement important pour modifier le type de relation entre les élus métropolitains, quelle que soit la commune dans laquelle ils viennent. Enfin, dernier point, assurer la participation des citoyens, c'est une rude tâche pour les métropoles, parce que quasiment rien n'est prévu dans les textes aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors on propose, entre autres, on a des détails en gros, notre démarche est d'essayer de calquer ce qu'on vous a présenté tout à l'heure pour le conseil municipal de Nice sur la métropole, avec 2 points qui nous semblent extrêmement importants. Premier point, c'est des comités de suivi sur les grands services publics. Par exemple, sur l'eau, l'eau va devenir un élément absolument fondamental dans les années à venir, pour des raisons multiples sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc l'idée, c'est de créer autour de l'eau un comité citoyen de suivi de ce conseil de l'eau qui permette de contrôler la totalité de la chaîne, depuis la production de la ressource jusqu'au traitement de la ressource en aval. Évidemment, ces comités doivent être, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois pluridisciplinaires au niveau de leurs compétences, ouverts au niveau de la démarche et totalement public aussi. Deuxième point, on souhaite rendre public l'ensemble des débats. Alors, bon, certains le sont déjà, vous avez remarqué que les conseils métropolitains sont publics, mais entre nous, ne le répétez pas, mais les conseils métropolitains, c'est le grand cirque. On vient là juste pour se mettre en scène. Rien n'est décidé dans les conseils métropolitains. Il y a des endroits beaucoup plus stratégiques dans lesquels on décide, et c'est en particulier le cas des conseils du maire. Est-ce que vous avez déjà entendu du conseil du maire, sauf à interroger à la sortie discrètement un élu? Non. Donc là aussi, on va rendre public et ouvert les débats au conseil des maires. Je vous assure que c'est un des rares endroits dans lesquels il y a eu de vrais débats quelquefois et de vraies négociations. Enfin, dernier point, on souhaite la création d'un site métropolitain. Allez voir le site de la métropole aujourd'hui, il est nul. Donc on souhaite un site métropolitain réellement interactif,
dans lequel les citoyens peuvent effectivement à la fois s'informer et poser un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations, voire un certain nombre de suggestions. Voilà donc ce qu'on vous propose sur la métropole, avec une dernière réflexion sur ce thème de la métropole, qui me semble quand même absolument fondamental. Je crois que ancrer la métropole, sauf qu'elle disparaisse, c'est une autre affaire, mais ancrer la métropole dans les esprits des citoyens, c'est une condition absolument nécessaire du fonctionnement démocratique dans les temps à venir. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre-Paul. On a apprécié ton investissement et ta connaissance de la chose. J'ai payé pour Moi, je voudrais juste rajouter un point, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment indiqué. Vous avez tous entendu parler de cette plateforme numérique qui est mise en avant comme étant l'outil le plus démocratique possible, la mise en œuvre, le développement de la plateforme. Et ce qui nous paraît tout à fait intéressant à rappeler quand même, c'est qu'elle est présentée comme étant la possibilité de déposer des idées. Donc on a vos idées et votre engagement avec le dépôt des idées, mais ce dépôt des idées, il est soit individuel, soit peut-être associatif, il n'est jamais interactif. C'est-à-dire qu'un tel ou une telle ou une asso va déposer effectivement peut-être une idée. Cette idée, l'administration la traite, l'examine en conseil de territoire et ensuite il y a un vote et une annonce des projets lauréats. Or, il est absolument clair que cet outil-là, il n'a aucun fonctionnement de démocratie. Il est un recueil, si tout va bien, et alors du coup, on a regardé un peu ce qui se passait sur l'année 2025 jusqu'à l'interruption, parce que quand même, je vous donne juste ces chiffres-là qui sont en bas de page du document, mais quand même, on a 4500 Niçois inscrits et inscrites. 140 000 visiteurs quand même. Hein, bon. On a 40 000 visiteurs depuis janvier 2025 et on a 549 idées déposées. Ben, ça vous donne la mesure de ce que cet outil, pour le coup, n'en est pas un, mais il est franchement présenté comme une des points stratégiques forts de la démocratie participative à Nice. Et je répète en tant que besoin que cet aspect d'échange collectif, il est absolument fondamental et interactif. Donc cette plateforme-là, ça ne veut pas dire qu'il faut la supprimer, mais elle n'a effectivement pas le sens de ce qu'on veut lui donner comme réalité. Et puis, moi j'ai mis ce matin aussi. Bon. Hein, voilà. Et j'ai lu avec un certain intérêt, mais tant mieux pour l'association en question, là. Mais bon, et tant mieux pour qu'ils aient un bus pour soutenir cette association, mais ça fait référence aussi à ce dont parlait Christine Poupon, c'est-à-dire comment elles sont attribuées et comment est-ce qu'il y a curieusement cette corrélation entre finalement quelqu'un qui va être maintenant sur la liste de M. Estrosi et la métropole, donc la ville-centre et Nice, vote l'attribution de ce bus. Moi, ça m'interroge, voilà, sur l'égalité des possibilités et des subventions qui sont allouées. Encore une fois, c'est une bonne initiative et tant mieux pour ceux qui en profiteront. Mais voilà.